Un cas de guérison hypnotique. Sigmund Freud. Un cas de guérison hypnotique. Et quelques observations sur la genèse des symptômes hystériques par volonté contraire. Je décide de publier ici l'histoire d'une guérison obtenue par suggestion hypnotique parce qu'il s'agit d'un cas auquel s'ajoute une série de circonstances accessoires d'une plus grande transparence et force probante que celles qui interviennent habituellement dans la plupart de nos résultats thérapeutiques de cet ordre. La femme qu'il m'était donné d'aider de cette manière, à un moment très important de son existence, m'était connue depuis de nombreuses années, et pendant plusieurs années elle resta soumise à mon observation. Le trouble dont la suggestion hypnotique l'avait libérée s'était déjà produit une fois auparavant, étant mal combattu et imposant au sujet une résignation douloureuse, que la seconde fois je parvins à éviter avec mon aide. Pourtant, un an plus tard, la dite perturbation réapparut pour la troisième fois, pour être à nouveau réprimée avec les mêmes moyens, mais maintenant de manière définitive, non. Revenir tourmenter le sujet pendant tout le temps qu'il a dû exercer. La fonction sur laquelle il est tombé. De plus, je pense être parvenu dans ce cas à découvrir le mécanisme simple de la perturbation et à le relier à des processus analogues dans le domaine de la neuropathologie. Pour ne pas continuer à parler par énigme, nous avons affaire à un cas dans lequel une mère s'est trouvée incapable d'allaiter son nouveau-né jusqu'à l'intervention de la suggestion hypnotique, et dans lequel ce qui s'est passé après un accouchement précédent et un accouchement ultérieur a permis une vérification, rarement possible, du résultat thérapeutique. Le sujet de l'histoire de cas ci-dessous est une femme. Jeune homme, âgé de 20 à 30 ans, que j'ai connu dès son enfance, et qui, du fait de ses excellentes qualités, de sa réflexion sereine et de son naturel, n'avait jamais donné, ni à son médecin de famille, une impression de nervosité. Compte tenu des événements que je me propose de relater ci-dessous, il faut la considérer, suivant l'heureuse expression de Charcot, comme une catégorie hystérique d'occasion parfaitement compatible avec les meilleures qualités et une santé nerveuse intacte en tout autre point. De sa famille, je connais sa mère, une femme qui n'est pas nerveuse, et une sœur cadette, très semblable à elle et en parfaite santé. Au lieu de cela, un de ses frères souffrait de neurasthénie juvénile, ce qui a ruiné tous ses projets d'avenir. Là, l'étiologie et l'évolution de cette maladie, dont j'ai observé à plusieurs reprises l'évolution chaque année, toujours très semblable, me sont bien connues. La bonne constitution primitive du sujet a péri assaillie par les difficultés sexuelles pubertaires actuelles, le travail excessif des années d'études et son intensification à l'arrivée de l'examen final, une gonorrhée et, liée à elle, l'explosion soudaine de une dyspepsie, accompagnée d'une constipation tenace, d'une intensité presque incroyable, qui a disparu des mois plus tard, remplacée par une tête lourde, une mauvaise humeur et une incapacité de travail. À partir de ce moment, une altération du caractère du sujet s'est développée, ce qui en a fait un supplice constant pour sa famille. Il ne m'est pas possible de dire à l'heure actuelle si cette forme de neurasthénie peut être pleinement acquise ou non. Ainsi donc, et sachant d'ailleurs que je ne connais pas les autres parents de ma malade, je laisserai indécise la question de savoir s'il faut supposer dans sa famille une disposition héréditaire aux névroses. À la naissance de son premier enfant, elle avait eu la patiente intention de l'élever sans aucune aide extérieure. L'accouchement n'a pas été plus difficile que d'habitude pour les Cochettes, se terminant par une légère application de forceps. Mais la mère n'accomplit pas, malgré son excellente constitution physique, son illusion d'être une bonne nourrice. Elle avait peu de lait, elle ressentait une douleur intense lorsqu'elle allaitait l'enfant. Elle a perdu l'appétit, est devenue répugnante à la nourriture et a passé ses nuits sans sommeil et excitée. De cette façon, et afin de ne pas mettre gravement en danger la santé de l'enfant et la sienne, il fallut déclarer la tentative infructueuse, au bout de 14 jours, et chercher une nourrice, faisant aussitôt disparaître tous les inconvénients de la mère. Je précise que je ne peux pas rendre compte de cette première tentative d'allaitement en tant que médecin ou en tant que témoin. 3 ans plus tard, le sujet a eu son deuxième enfant, et également en raison de circonstances extérieures, il était souhaitable d'éviter l'allaitement. Mercenaire.
Mais les efforts de la mère dans ce sens semblaient encore moins fructueux et provoquaient des phénomènes plus douloureux que la première fois. La jeune mère vomit toute la nourriture, ne dormit pas et était tellement déprimée par son incapacité que les deux médecins de famille, les docteurs accrédités Breuer et Latt, s'opposèrent à toute poursuite de la tentative, conseillant la suggestion hypnotique comme dernier moyen expérientiel. Ainsi, le 4e jour, dans l'après-midi, je fus appelée au chevet de la malade. À mon arrivée, je la trouvai au lit, les joues très rouges et furieuses de son incapacité à élever l'enfant, incapacité qui grandissait à chaque nouvelle tentative, malgré tous ses efforts pour la contrôler. Pour éviter les vomissements, il n'avait pas mangé de toute la journée. L'épigastre apparaissait bombé, et en plaçant la main sur le ventre, on notait des contractions continues. La patiente se plaignait également d'un mauvais goût constant dans la bouche. Ni elle ni ses proches ne m'ont reçu comme une personne dont on attendait de l'aide, mais seulement en obéissance à ce qui était indiqué par les autres médecins. Je ne pouvais donc pas compter sur une grande confiance de sa part. Immédiatement, j'ai essayé de produire de l'hypnose, obligeant la patiente à fixer son regard sur le mien et lui suggérant les symptômes du rêve. 3 minutes plus tard, la patiente était allongée sur son lit, avec l'expression calme du repos profond, usant alors de la suggestion pour contredire toutes ses peurs et toutes les sensations sur lesquelles se fondaient les dites peurs. « N'aie pas peur, vous serez une excellente infirmière et l'enfant grandira à merveille. Son estomac va très bien, vous avez un grand appétit et vous avez hâte de manger, etc. » Là, la malade a continué à dormir quand je l'ai laissée quelques instants, et quand elle s'est réveillée, elle a montré une amnésie totale de ce qui s'était passé pendant hypnose. Avant de partir, j'ai encore dû rejeter une remarque du mari sur le danger que l'hypnose perturbe à jamais les nerfs de sa femme. Les faits que me rapportaient le lendemain les proches du malade, auxquels il ne semblait avoir fait aucune impression, constituaient pour moi une garantie de succès. Là, le sujet avait dîné sans le moindre dérangement, avait bien dormi et déjeuné, le matin, avec un grand appétit. Pendant tout ce temps, elle avait allaité son enfant sans la moindre difficulté. Mais à la vue du déjeuner, trop copieux, sa répugnance se réveilla de nouveau, et avant qu'il eût rien goûté, les vomissements reparurent. À partir de ce moment, il lui a été impossible d'allaiter à nouveau l'enfant et, à mon arrivée, elle a présenté les mêmes symptômes que la veille. Mon argument que je n'avais pas de quoi s'inquiéter, une fois qu'il a été vérifié que son malaise pouvait disparaître et avait, en fait, disparu pendant près d'une demi-journée, cela n'avait eu aucun effet. Alors, revenant à l'hypnose, j'ai développé plus d'énergie que la veille, suggérant que 5 minutes. Après mon départ, elle a dû rencontrer sa famille, un peu violemment, et leur demander pourquoi il ne lui donnait pas à dîner, s'il avait proposé de la faire mourir de faim, s'il croyait qu'ainsi elle pourrait élever son enfant, etc. Lors de ma 3e visite, je n'avais plus besoin l'objet d'aucun traitement. Il ne manquait de rien maintenant, elle avait bon appétit, elle avait assez de lait pour l'enfant, cela ne lui causait aucune douleur à allaiter, etc. Son mari avait été troublé qu'après mon départ elle ait adressé de durs reproches à sa mère, contrairement à sa coutume générale. Mais depuis tout allait bien. Mon discours s'est terminé ici à cette époque. L'objet ? Elle a allaité son fils pendant 8 mois, et j'ai eu l'occasion de vérifier la bonne santé de tous les deux à plusieurs reprises durant cette période. Je n'avais qu'à trouver incompréhensible et irritant que personne dans la famille ne m'ait jamais reparlé du bon résultat obtenu avec mon intervention. Mais un an plus tard, j'ai eu ma revanche. Un 3e enfant. Il posa à nouveau le problème, se présentant à nouveau l'impossibilité de le relever. J'ai trouvé le sujet dans le même état que la fois précédente, indigné contre lui-même de voir que toute sa volonté n'a pas réussi à vaincre la réticence à manger et les autres symptômes. La première séance d'hypnose n'a pas produit d'autre résultat que de désespérer le patient. Mais après la seconde, le complexe de symptômes était à nouveau si complètement annulé qu'il n'y avait plus besoin de plus. Le sujet a également élevé cet enfant, qui a maintenant 1 an et demi, sans aucune gêne et en bonne santé.
Devant cette répétition de succès thérapeutique, le couple a changé d'attitude à mon égard, et ils m'ont avoué la raison de obéir. J'avais honte, dit la femme, d'admettre que l'hypnotisme a réalisé ce que toute ma volonté n'a pas suffi à réaliser. En tout cas, je ne pense pas qu'elle ou son mari aient surmonté leur aversion pour l'hypnose. Nous allons maintenant expliquer le mécanisme psychique du trouble de notre patient, supprimé par la suggestion. Comme dans d'autres cas, dont je traiterai plus tard, je n'ai pas eu de nouvelles directes du dit mécanisme, mais j'ai plutôt dû deviner. Il y a des représentations auxquelles est lié un affect expectant, et elles sont de deux ordres, les représentations que nous ferons ceci ou cela, c'est-à-dire les buts, et les représentations que quelque chose de déterminé va nous arriver, c'est-à-dire les attentes. L'affection qui leur est attachée dépend de deux facteurs, premièrement, l'importance que événement peut avoir pour nous, et d'autre part, le degré d'insécurité que l'attente de celui-ci entraîne. Insécurité subjective. La contre-attente est représentée par une série de représentations que nous appelons douloureuses représentations contrastées. Lorsqu'il s'agit d'un objectif, ces représentations contrastées font que nous ne pourrons pas le réaliser car nous nous opposons à telles ou telles difficultés, manquons des qualités nécessaires pour réussir et savons que certaines autres personnes ont échoué dans des circonstances similaires. L'autre cas, celui de l'attente, n'appelle aucune clarification. La contre-attente repose sur la réflexion de tous les possibles avec que nous puissions trébucher au lieu du désiré. Poursuivant la discussion de ce cas, nous en viendrions aux phobies qui jouent un si grand rôle dans symptomatologie des névroses. Pour l'instant, nous resterons dans le première catégorie, c'est-à-dire dans les finalités. Nous devrons nous demander, tout d'abord, quel est le sort des représentations contrastées dans la vie mentale normale. À notre avis, elles sont inhibées, alibies et exclues de l'association, parfois à tel point que leur existence n'est presque jamais mise en évidence, par rapport à la finalité, n'étant que l'étude des névroses celle qui nous les révèle. Au contraire, dans les névroses, et je ne parle pas seulement de l'hystérie, mais au statut nervoseux en général, il y a, principalement, une tendance à la dépression mentale et à une diminution de la conscience de soi, comme on le trouve, comme symptôme isolé et très développé, dans la mélancolie. Dans la névrose, les représentations contrastées avec le but ont aussi une grande importance, car leur contenu s'adapte très bien à l'état d'esprit propre à cette affection ou peut-être parce que la névrose donne lieu à des représentations de cet ordre, qui sans lui ne peuvent exister. Elles auraient été constituées. Cette intensification des représentations contrastées nous est montrée, dans le simple état de nervosité et renvoyée à l'attente, comme tendance pessimiste générale, et dans la neurasthénie occasionnelle, par association avec les sensations les plus causales, aux phobies multiples des neurasthéniques. Transféré à des fins, ce facteur crée ces perturbations qui peuvent être réunies sous le nom de folie de doute, et dont le contenu est la méfiance du sujet vis-à-vis de sa propre performance. C'est précisément à ce point que les deux grandes névroses, la neurasthénie et l'hystérie, se comportent d'une manière complètement différente et caractéristique pour chacune d'elles. Dans la neurasthénie, la représentation contrastée pathologiquement intensifiée s'unit à la représentation de la volonté positive pour former un seul acte de conscience, et sans éloigner donne lieu à ce manque de volonté des neurasthéniques, à partir duquel ils réalisent compte parfaitement ces patients. Dans l'hystérie, le processus en diffère en deux points, ou peut-être en un seul. Comme correspond à la tendance de l'hystérie à dissocier la conscience, la représentation contrastée douloureuse, apparemment alibi, est dissociée de la finalité et persiste, inconsciente pour le patient, comme une représentation isolée. Caractéristique de l'hystérie est le fait que cette représentation alibi est ensuite objectivée, par innervation somatique, au moment de réaliser le propos, avec la même facilité et de la même manière qu'à l'état normal la représentation de l'abolition positive. La représentation contrastée se constitue, pour ainsi dire, dans une volonté contraire, et le patient réalise avec étonnement que toute sa volonté positive reste impuissante.
Ces deux facteurs se confondent, peut-être, en un seul, comme nous l'avons déjà indiqué, advenant très vraisemblablement que si la représentation contrastée trouve le moyen de s'objectiver, c'est parce qu'elle n'est pas limitée par son lien avec la finalité de la même manière qu'elle l'abrège. Dans notre cas, d'une mère qui, à cause d'un trouble nerveux, l'empêche d'allaiter son enfant, une neurasthénique se serait comportée de la manière suivante, elle aurait ressenti de sérieuses craintes devant la tâche maternelle qui lui était posée et donné sans fin penser à tous les accidents et dangers possibles, finissant, sans cependant, pour avoir parfaitement élevé son fils, bien que tourmenté par des doutes et des peurs constants, à moins que la représentation contrastée ne soit victorieuse, auquel cas le sujet aurait abandonné son but, se trouvant incapable de le réaliser. L'hystérique se comporte très différemment. Peut-être n'est-il pas conscient de ses peurs, il nourrit la ferme intention de réaliser son dessein et s'engage, sans aucune hésitation, sur le chemin pour y parvenir. Mais à partir de ce moment, elle se comporte comme si elle nourrissait la ferme volonté de ne pas allaiter l'enfant, et cette volonté provoque en elle tous ces symptômes subjectifs qu'un simulant essaierait d'éprouver pour éviter de remplir ses obligations maternelles, c'est-à-dire le manque d'appétit, la répugnance à toute nourriture et l'impossibilité d'allaiter l'enfant à cause de la douleur terrible que cela lui causait. Mais, de plus, la volonté contraire étant supérieure à la simulation consciente, en ce qui concerne le contrôle du corps, l'hystérique présentera toute une série de symptômes objectifs que la simulation ne parvient pas à faire ressortir. Contrairement à l'absence de volonté de la neurasthénie, il y a ici une perversion de la volonté, et au lieu de l'indécision résignée du neurasthénique, elle manifeste l'étonnement et l'indignation hystérique face à la dualité qui lui est incompréhensible. Je crois donc justifié de considérer ma patiente comme une hystérique d'occasion, étant donné que sous l'influence d'un motif, occasionnellement, il était capable de produire un complexe de symptômes, d'un mécanisme si délicieusement hystérique. Comme cause occasionnelle, on peut considérer ici l'excitation avant le premier accouchement ou l'épuisement qui suit, puisque le premier accouchement constitue la plus grande commotion que puisse éprouver l'organisme féminin, choc après lequel la femme produit habituellement tous les symptômes névrotiques auxquels elle est prédisposée. Le cas de mon malade est probablement typique d'une large série d'autres chez lesquels la lactation ou quelque autre fonction analogue est troublée par des influences nerveuses, et sa nature nous apparaît clairement. Mais comme le mécanisme psychique correspondant ne m'y était pas directement révélé, mais que j'y suis arrivé par induction spéculative, je me suis empressé de vous assurer que l'investigation des malades sous hypnose m'a souvent révélé l'existence d'un mécanisme psychique semblable du phénomène hystérique. Je présenterai ici un des exemples les plus singuliers de cet ordre. Il y a des années, j'ai eu une dame hystérique en traitement, avec une volonté très énergique pour tout ce qui n'était pas lié à sa maladie, mais gravement affectée, d'autre part, par de nombreuses et tyranniques incapacités et interdits hystériques. Entre autres symptômes, il présentait de temps en temps, à la manière d'un tic, un son inarticulé, un claquement ou un claquement singulier, qui se frayait un chemin entre ses lèvres contractées. Après plusieurs semaines, j'ai demandé: à quelle occasion ce symptôme est-il apparu pour la première fois? La réponse était: je ne sais pas. Il y a longtemps. J'étais donc déjà enclin à le considérer comme un véritable tic, lorsqu'un jour il m'est venu à l'esprit d'interroger à nouveau la malade, alors qu'elle était plongée dans un profond sommeil hypnotique. En hypnose, ce patient s'est arrangé, sans avoir besoin de suggestion aucune, de toute sa réserve de souvenirs ou, comme je suis très enclin à le dire, de toute la gamme de sa conscience, restreinte pendant l'état de veille. À ma question sur la date d'apparition de ce symptôme, il a immédiatement répondu: je l'ai depuis que je veille sur ma fille cadette, qui était gravement malade, et j'ai décidé de garder le silence le plus absolu pour ne pas déranger la situation. Sommeil qu'il avait enfin réconcilié, après une journée de convulsions continuelles. Puis il a disparu et ne m'a plus dérangé que bien des années plus tard, après l'événement dont je vais vous parler. En conduisant avec mes filles à travers une forêt, nous avons été surpris par une tempête et les chevaux ont été effrayés lorsque la foudre a frappé un arbre voisin.
Alors j'ai pensé qu'il fallait éviter tout bruit pour ne plus effrayer les chevaux, mais contre toute ma volonté produisit le déclic qu'il m'est depuis impossible de réprimer. Ayant ainsi référé le clic singulier à son source d'origine, disparue complètement et pendant de nombreuses années, me convainquant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une vraie tique. Ce fut la première occasion qui m'offrit de vérifier la genèse d'un symptôme hystérique en objectivant la douloureuse représentation contrastée, ou être par volonté contraire. La mère, épuisée par la peur et les inquiétudes causées par la maladie de sa fille, entend garder le silence le plus absolu pour ne pas troubler le repos tant attendu de la patiente. Mais étant dans un état de grande fatigue, la représentation contrastée qu'il finirait par faire du bruit s'avère la plus forte, elle parvient à faire naître une innervation de la langue, une innervation que le but de se taire avait, peut-être, oublié de prévenir. Rompt la contraction des lèvres et produit un bruit, qui acquiert un caractère fixe à partir de ce moment, surtout après la répétition du même événement. Pour parvenir à une compréhension complète de ce processus, nous devons encore répondre à une certaine objection. En effet, on peut se demander comment, étant donné un épuisement général qui fonde, bien entendu, la disposition à un tel processus, précisément, la représentation contrastée l'emporte. Notre réponse serait que cet épuisement n'est pas seulement partiel. Les éléments du système nerveux qui constituent les fondements matériels des représentations associées à la conscience primaire sont épuisés. Au lieu de cela, les représentations exclues de cette chaîne d'association du moi normal ne sont pas épuisées, et prédominent donc au moment de la disposition hystérique. Or, tout connaisseur de l'hystérie observera que le mécanisme psychique décrit ici éclaire non seulement quelques accidents hystériques isolés, mais aussi de larges pans du tableau symptomatique de l'hystérie est l'un de ses traits caractéristiques les plus singuliers. Notre affirmation selon laquelle ce sont les représentations contrastées qui étaient douloureuses, restreintes et rejetées par la conscience normale étaient celles qui sont venues au premier plan et ont trouvé leur chemin vers l'innervation somatique au moment de la disposition hystérique, nous donne également la clé de la particularité de délire accompagnant les attaques hystériques. Ce n'est pas par hasard que les délires hystériques des religieuses, dans les épidémies du Moyen Âge, consistaient en de graves blasphèmes et en l'érotisme, ni que précisément les enfants les mieux éduqués et les plus formels sont ceux qui, dans leur crise d'hystérie, se montrent les plus grossiers, insolents et rusés. La série de représentations laborieusement refoulées sont celles qui restent dans ces cas convertis en actes, à la suite d'une sorte de volonté contraire, lorsque la personne succombe à l'épuisement hystérique. Cette relation est ici plus étroite que jamais, puisque c'est précisément ce refoulement laborieux qui provoque l'état hystérique précité, dont la description. Psychologie, nous ne sommes pas entrés, pour nous limiter dans le présent travail à l'explication de pourquoi, étant donné précédemment un tel état de disposition hystérique, les symptômes apparaissent dans la façon dont nous les observons. L'hystérie doit à cette émergence de la volonté contraire ce caractère démoniaque qu'elle présente si souvent et qui se manifeste dans le fait que les malades sont incapables, à certaines occasions, de faire ce qu'ils désirent le plus ardemment, ils font précisément le contraire de ce qu'ils sont. Ils ont demandé et ils calomnient ce qui leur est le plus cher ou ils s'en méfient. La perversion de caractère, typique de l'hystérique, est lent. Faire le mal ou tomber malade quand on désire le plus la santé, constitue une coercition à laquelle succombent les personnages les plus irréprochables lorsqu'ils sont abandonnés pour quelque temps à l'action de représentation contrastée. La question du devenir des buts inhibés semble dénuée de sens en ce qui concerne la vie intellectuelle normale. On pourrait répondre en disant qu'il n'existe pas. Mais l'étude de l'hystérie montre qu'au contraire elles prennent vie, c'est-à-dire que la modification matérielle qui leur correspond. Ils restent préservés, survivant à de telles fins, comme des fantômes d'un royaume obscur, jusqu'au moment où ils parviennent à émerger et à s'emparer du corps qui jusque-là aurait fidèlement servi la conscience de soi. J'ai déjà dit que ce mécanisme est typique de l'hystérie. Et je dois maintenant ajouter qu'elle n'est pas exclusive à cette condition. Nous le retrouvons dans le tic convulsif,
névrose d'une si grande analogie symptomatique avec l'hystérie que tout son tableau symptôme peut en apparaître comme un phénomène partiel, d'où il résulte que Charcot, après une étude attentive, n'a pu établir, comme différence, que le tic hystérique finit par disparaître, tandis que le tic authentique persiste. Le tableau d'un tic convulsif sévère est constitué de mouvements involontaires qui présentent fréquemment, toujours, selon Charcot et Guinon, le caractère de gestes ou mouvements propres à une occasion antérieure, coprolalie, écholalie et représentation obsédante, de ceux correspondant à la folie du doute. Maintenant bien, il est surprenant de lire chez Guinon, auteur qui n'a pas pénétré dans le mécanisme psychique de ces symptômes, l'affirmation que certains de ses patients étaient arrivés à leurs gestes et contractions par l'objectivation de la représentation contrastée. De tels patients indiquent qu'ils ont vu à une certaine occasion un tic analogue ou un comédien, qui a intentionnellement contracté son visage de cette manière, ayant alors ressenti la peur d'être forcé d'imiter des choses aussi laides et ridicules. Contraction. Et, en effet, à partir de ce moment, ils avaient commencé à les imiter. En réalité, seule une très petite partie des mouvements involontaires se produit de cette manière chez les détenteurs de billets. Au lieu de cela, nous sommes enclins à attribuer ce mécanisme à la coprolalie, le nom que nous donnons à l'impulsion irrépressible qui contraint les détenteurs de billets, contre toute leur volonté, de prononcer les mots les plus grossiers. La racine de la coprolalie serait la perception du patient qu'il lui est impossible d'arrêter de faire certains sons. Cette perception serait alors liée à la peur de perdre le contrôle d'autres sons, notamment de ces mots que les hommes instruits évitent de prononcer, et cette peur les amènerait à réaliser ce qu'ils craignent. Je ne trouve chez Guinon aucune anamnèse qui confirme cette hypothèse et, pour ma part, je n'ai eu l'occasion d'interroger aucun patient coprolalique. Par contre, je retrouve chez le même auteur la présentation d'un autre cas de tic, dans lequel les mots prononcés involontairement n'appartenaient pas à la terminologie de la coprolalie. Le sujet de cette affaire était un homme adulte, qui a été forcé de prononcer constamment le nom de Marie. Étudiant, il était tombé amoureux d'une fille de ce nom, un engouement qui l'a longtemps absorbé et l'a prédisposé à la névrose. À ce moment-là, il a commencé à prononcer à haute voix pendant les heures de classe le nom de sa bien-aimée, et ce nom est devenu un tic, qui a duré encore plus de 20 ans, après que l'engouement du sujet ait cessé. À mon avis, ce qui s'est passé dans ce cas, c'est que le ferme désir du sujet de garder caché le nom de sa bien-aimée s'est transformé, lorsqu'un moment d'excitation particulière est arrivé, en une volonté contraire, et le tic persiste depuis lors. Dans le cas de mon deuxième patient, si l'explication de cet exemple est exacte, il faudra attribuer le même mécanisme au tic coprolalique propre, puisque les mots grossiers sont des secrets que nous connaissons tous et dont nous essayons toujours de nous cacher la connaissance. Fin. Un cas de guérison hypnotique. Sigmund Freud.